Qu'il me soit tout d'abord loisible de remercier Monsieur le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Rabat, Monsieur le professeur Jamaldine Elhani, de m'avoir convié à ce cycle de conférences ô combien d'actualité sur penser la mondialisation, penser l'incertitude. Ma contribution dans ce cadre sera, elle, intitulée Mondialisation et décolonialité pour une incertitude créative. La crise que traverse le monde, en plus d'être sanitaire à l'origine, est tout aussi bien épistémologique. Cette dernière dimension vient d'être révélée par un effet de choc. Épistémologique d'abord dans ses fondements. Le virus suit, nous semble-t-il, les chemins tracés par le fameux Belt and Road chinois fondé par l'actuel président en 2013, étant donné que le virus parti de Chine n'a pu s'exporter que suivant le flux de son influence globale. Il serait peut-être pertinent de remarquer à cet égard que ce marché de volailles avoisinant le fameux laboratoire P4 fonctionne comme une métaphore. Puis, il s'agit quelque part de ce marché local qui se globalise. Il serait aussi pertinent de se poser la question que fait un laboratoire de cette importance à côté du marché de volailles. Est-ce un effet de banalisation? En tout cas, la question reste posée. D'autre part, en épousant le mouvement du capital et ses infrastructures de la société de consommation, vols aériens, croisières, hôtellerie, chaînes commerciales de distribution, grandes agglomérations urbaines, etc. Nous avons notamment vu à ce titre comment la question de la production, de la distribution, de la répartition et du partage déficit a constitué une problématique de type intimement liée au traitement de la pandémie. La crise serait épistémologique dans ses répercussions et ses ondes de choc, dans le sens où c'est l'idée du monde global qui est aujourd'hui en crise. Car après avoir déconfiné, par exemple, le peuple national pour chaque pays, il faudra aussi garantir le déconfinement d'une classe de population mondiale à vocation internationale, des migrants, des voyageurs, des hommes d'affaires, des agents intermédiaires, faire aussi repartir une économie à caractère global qui est à l'arrêt. La crise est sanitaire et épistémologique, ces complications, elles, sont systémiques, intimement liées au mode d'organisation de la société moderne. Il faut bien se rendre à l'évidence que nous sommes encore une fois, à ce titre, victimes, puisque nous subissons et gérons une crise que nous n'avons pas initialement provoquée. C'est pourquoi une réflexion plus poussée sur la crise comme phénomène systémique global est nécessaire. Je commencerai donc dans ce modeste propos par cette entrée systémique pour une autre compréhension possible de la crise et enchaînerai sur les bouleversements épistémologiques en cours et qui ont lieu en réalité depuis la conférence de Bandung, qui a signé, rappelons-le, l'émergence d'un monde décolonisé, tiers-mondisé, non aligné, toute cette rhétorique-là, avant d'être transformée en chaîne de travail internationale et tout récemment en arrière-cour de la mondialisation. Commençons, dans un but purement méthodologique, par définir la crise. La crise en grec, comme chacun sait, a le sens de distinguer, de cribler, et plus loin de discerner. Contre toute attente, la crise ne signifie pas l'arrêt, la panne ou le dysfonctionnement. Elle constitue donc moins un écueil à la bonne marche qu'un tremplin vers une intelligence autre d'un mode de fonctionnement donné. Osons le dire, la crise comme celle actuelle est de toute évidence une opportunité pour penser et repenser les règles qui régissent la géostratégie planétaire, ainsi que les divers positionnements possibles dans l'ordre mondial au lendemain du Covid-19.
Il me semble que doté d'une vertu essentielle, à savoir l'effet contre-intuitif, ce à quoi on ne s'attend pas, éveiller au lieu de confondre et ruiner, en l'occurrence, la crise est ce qui permet à un système donné, quel qu'il soit, de se régénérer, comme nous l'apprend cette fois-ci non pas l'étymologie, mais la systémique, vers laquelle je me tourne. Cette discipline née outre-Atlantique au milieu du siècle dernier, de la confluence de plusieurs disciplines et savoirs, dont l'anthropologie de Gregory Bateson, la cybernétique de Norbert Wiener, en passant aussi par la logique de Bertrand Russell, ou encore le constructivisme de Hans von Forster et d'autres. La crise est aussi ce qui permet à un système loin de son équilibre normatif, comme celui du monde d'aujourd'hui, de trouver un nouvel équilibre selon de nouvelles règles. Et c'est le plus déterminant pour une sortie envisagée de crise. Un adage systémique, soit dit au passage, veut que proche de l'équilibre, un système est aveugle, loin de l'équilibre, il commence à voir. On comprend donc qu'attendre le passage de la crise pour la pensée ne garantit en rien d'en tirer profit. La crise en ceci qu'elle crée un déséquilibre au sein de l'équilibre ancien est parfaitement, par ailleurs, en accord avec la deuxième loi de la thermodynamique qui stipule que l'entropie est le destin de toute énergie, c'est-à-dire la perte, le désordre. Sommes-nous alors condamnés d'aller de crise en crise? Pourquoi pas, pourrais-je hasarder, si c'est d'un discernement à un autre et non d'un désordre à un autre, même si le désordre, il faut le comprendre, est constitutif du processus de dégradation, d'évolution et de transformation de nos sociétés et leurs diverses structures, sans mener nécessairement à l'anarchie, bien entendu. Le désordre est créateur de nouveautés, sans vouloir évoquer, encore une fois, ici, une triste maxime politique contemporaine appliquée malheureusement au monde arabe. Par conséquent, le Covid-19 comme désordre ne peut qu'être créateur d'ordre, comme le veut la pensée complexe promue par Edgar Morin et d'autres, Lemoine et Rosnet, de ce côté-ci de l'Atlantique, principalement issu dans son esprit et ses méthodes de la systémique. Or, pour ne pas se dissoudre, chaque système procède, et c'est là qu'il faudrait peut-être être attentif, pour nous, maintenant assujettis à cette crise, parlant du système mondial, donc tout système procède à une régulation pour regagner aussitôt son ancien équilibre. Mécanisme d'autorégulation, l'appelle-t-on, la fameuse homéostasie, et qui assure la viabilité du système. Mais si d'autres variables interviennent entre-temps, comme la perte de certaines propriétés des éléments qui constituent le système, ou l'émergence de qualités latentes qui étaient opprimées sous l'ancien ordre, le nouvel équilibre, lui, ne ressemblera en rien à l'ancien. Appliquer cette logique systémique à l'entrée épistémologique retenue au départ, rappelons-le, permet de voir que ce à quoi nous assistons aujourd'hui comme remise en question de l'hégémonie symbolique de l'Occident serait une chance inouïe et inespérée sur le plan strictement épistémologique et non humanitaire, bien entendu, pour reconsidérer les distributions des idées de domination et de suivisme, la production du savoir et des connaissances, en somme de recartographier le monde selon de nouvelles centralités émergentes et d'anciennes centralités qui, elles, sont au déclin. L'ordre politique ou même économique est aussi conditionné dans une large mesure par l'ordre du savoir. Le mot de Michel Onfray à propos de la tiers-mondialisation de l'Europe, me semble-t-il, est à prendre au sérieux. Et il n'est pas sans marquer une résurgence du débat idéologique de l'après-guerre autour des mondes polaires et la rhétorique nationale
libertaires, sécuritaires, des non-alignés. Peut-on lire en creux dans la provocation du philosophe une suggestion de non-alignement à la mondialisation et ses différents modèles, américains ou chinois, impérialistes ou géophages, en fin de compte, ou plutôt un désalignement par rapport à une mondialisation créatrice de dépenses énergétiques massives et à risque. Tout indique un mouvement de l'histoire provoqué par quelque chose de moins qu'un battement de papillon. Qui l'aurait cru? Cette phrase est sur toutes les bouches, mais aussi écrite au fronton du portail de l'avenir, si l'on veut y prêter attention. Pour voir l'ordre derrière le désordre, il faut amorcer un recul historique, mieux qu'une projection spéculative dans l'avenir, quoique celle-ci soit tout autant intéressante comme je le ferai à la fin. Si le modèle occidental arrive à terme, réalité latente depuis longtemps déjà, et que semblent révéler les crises écologiques, capitalistes, financières et récemment sanitaires, à moins d'un saut qualitatif équivalent à celui de la Renaissance en Europe au XVIe siècle, cela s'inscrit fondamentalement dans une logique de la modernité comme produit et projet occidental dans son esprit et sa philosophie. Le postulat selon lequel la modernité est née en Occident, au tournant du XVIe siècle, non seulement gagnerait à être relativisé, mais davantage à être situé comme récit occidental stricto sensu et à part entière, qui se présente comme la seule version moderne possible. La seule condition pour que ce récit soit valide est encore qu'il doit invalider toutes les contre-narrations civilisationnelles venant d'ailleurs. Cela est aussi bien vrai pour l'histoire, la science, comme pour la littérature et les autres expressions humaines. Quels autres mondes possibles, pour reprendre ici une expression de Thomas Pavel, qu'il applique au champ de la fiction, auraient pu émerger si le récit occidental ne s'était pas imposé comme seule version de la modernité? Voilà la question, qui suppose du reste une autre. Quel type de narration moderne voulons-nous après la crise? Et quels sont les pays porteurs de projets civilisationnels autres qui pourront émerger de la crise d'ici la fin de ce siècle au plus tard? Cette question que nous posons aujourd'hui et qui a des consonances particulières au vu de l'état du monde, des pionniers de la pensée décoloniale, en plus des pensées de l'école postcoloniale, les deux sont différents à l'évidence, ceux-là sont posés depuis bien longtemps. Nous offrons l'état du monde comme un champ de lutte des forces historiques et culturelles dont émergera une nouvelle version plus enchantée, car décentrée et pluriverselle. Les partisans d'une modernité décoloniale, désoccidentalisée, mènent depuis les années 90 du siècle dernier des travaux prometteurs en Amérique latine, en Asie du Sud-Est notamment, sous l'égide de leurs diasporas intellectuelles, aux États-Unis paradoxalement. La pensée de l'école de la modernité, dite modernité décolonialité, nous offre un champ de réflexion prometteur depuis la marge ou les marges du monde, attentif aux états latents de changement épistémique, économique et culturel dont émergera le monde à venir. Cette école mérite qu'on s'y attarde ne serait-ce qu'un instant, parce que je crois qu'elle n'est pas connue du grand public avant de dégager des voies possibles qui s'imposent à l'analyse. Mondialisation et modernité, nous dit Walter Mignolo, un des pionniers de cette école, sont intriqués dans la matrice de la colonialité. Pour l'auteur de The Dark Side of the Renaissance, 1990, Local Histories, Global Designs, Coloniality, Subaltern Knowledge and Border Thinking, en 2000, ou encore, tout récemment,
La désobéissance épistémique en 2015. Mignolo, disais-je, voit dans la modernité occidentale un projet de nature coloniale, en lien étroit non pas seulement avec des territoires, mais avec des modes de pensée, de créer, de sentir et d'habiter le monde. Lequel projet remonte selon lui à l'épisode de la découverte de l'Amérique en 1492, comme moment constitutif d'une autorité extraterritoriale. La colonialité pour Mignolo n'est pas subséquente à la modernité au sens du colonialisme post-lumière. Elle se situe plus loin, précisément à la coïncidence extraordinaire de l'expulsion des Juifs et des musulmans de l'Espagne, d'un côté, et de l'autre, de la découverte de l'Amérique qui ouvrit, selon Mignolo, de nouveaux territoires, favorisant la surproduction et la exploitation des ressources. Il s'agit plus ici de présenter les prémices de cette école de pensée plutôt que de s'étendre sur ces diverses analyses et arguments que je résume rapidement en 3 points. Le premier. La première prémisse consiste à dire que la Renaissance européenne, comme point de départ de la modernité, n'est pas universalisable. L'Occident a réussi à faire conjoncture locale et unique, un événement global avant l'heure pour l'étendre ensuite à l'ensemble de la planète. Il s'agit de montrer comment un événement local a réussi à se faire passer pour un modèle aux allures de modernité universelle, consommé comme tel par les élites des territoires surinvestis par la pensée occidentale. La deuxième prémisse considère que le colonialisme territorial n'est qu'un trait d'une colonialité plus vaste, que Mignolo désigne à la suite de Quijano par l'expression colonialité du pouvoir. Son point de départ n'est pas le postcolonialisme articulé à la pensée postmoderne, comme chez Baba ou Spivak ou à partir de Saïd. Cette colonialité est une matrice et elle possède des ramifications multiples. 1. Contrôle de la nature et des ressources naturelles. C'est la base. 2. Contrôle de l'économie. 3. Contrôle de l'autorité. Et je reviendrai sur ce point pour montrer les prolongements faits par Butler et Spivak dans leur lecture divergente d'Hannah Arendt. 3. Contrôle du genre et de la sexualité. Et enfin, 4. Contrôle de la subjectivité et de la connaissance. C'est pourquoi je crois comprendre. Quijano parle de totalité de la matrice coloniale du pouvoir. Comme le formule Mignolo, cette totalité, je cite, rend invisible la différence et l'existence d'autres totalités possibles. De la visibilité est très importante et on peut la penser à partir du cas du Maroc, devenu globalement visible lors de la crise en inversant les hiérarchies traditionnelles. J'y reviendrai à la fin quand j'aborderai la question du local. 3. Troisième prémisse, le programme de l'école de la modernité décolonialité est beaucoup plus que de nature purement intellectuelle. Il s'étend à l'économie, à la politique et à l'analyse des discours. Il traque la matrice de la colonialité dans ses moindres recoins, en proposant une même démarche de désoccidentalisation du savoir et ses pratiques, en scrutant les possibilités réellement globales, c'est-à-dire locales, régionales, de modernité autre, n'empruntant pas les mêmes chemins de la formation aïesthétique, c'est-à-dire les mêmes ou les modes de saisie du monde par la raison ou les sens. Désoccidentalisation du savoir, comme Mignolo présente comme démarche sine qua non à toute modernité déviante. Il rappelle à cet égard comment le projet
colossale d'Edouard Saïd à propos de l'orientalisme comme infériorisation du savoir autre et non pas la première étape d'un projet épistémique de récupération du savoir sur soi, mais bien la seconde étape. La première a été d'abord l'occidentalisme comme rhétorique qui a précédé l'orientalisme. Retenir de ce qui précède, en accord avec la vision systémique adoptée dès le début. Bien d'abord que le schéma de fragilité et de dépendance de l'Occident, révélé par la crise sanitaire que nous traversons, remet fondamentalement en question la viabilité de la mondialisation économique comme forme coloniale moderne au sens de Mignolo, d'une part. Elle ébranle, d'autre part, l'équilibre traditionnel de la colonialité du savoir et de la technique de l'Occident, concurrencée désormais par d'autres acteurs émergents. C'est dans cette faille que pourront venir s'inscrire les oubliés de la modernité comme récit exclusivement occidental. Le tremblement des règles systémiques du fonctionnement global est une chance inouïe pour négocier de nouveaux rapports d'égalité et d'échapper au prisme déformant que présente le sous-développement comme une fatalité et représente les marges de la mondialisation comme d'éternels greniers de rang. Comment échapper à la colonialité du savoir pour fonder une modernité, non pas conflictuelle ou antagoniste, loin de là, mais dialectique et dialogique, dans un premier temps, et déviante et alternative dans un second. Ce serait la question qui nous guidera vers la fin de ce propos. Je me tourne à présent vers deux pionnières du monde global, à savoir Judith Butler et Gayatri Spivak, pour tirer à partir d'elles des conclusions qui me permettront de finir sur quelques prospectives. Dans l'État global en 2007, les deux auteurs engagent un dialogue hautement important pour penser le monde moderne globalisé à travers des questions comme la souveraineté, le nationalisme, l'appartenance ou encore le capital. Ce dernier point que j'évoquais au début. L'un des points de divergence clés entre les deux penseurs porte, je résume un peu, sur le statut de l'État-nation. À partir d'une lecture d'Hannah Arendt, notamment les origines du totalitarisme, Butler conçoit la dissolution nécessaire, selon elle, de l'État-nation, en avançant l'argument du philosophe italien Giorgio Agamben à propos de la vie nue, qui caractérise des minorités non nationales dont le statut juridique n'est pas prévu par la notion historique et unitaire de l'État-nation et n'est pas subsumé non plus par la définition de la nation tout court. Butler soutient par conséquent que l'État-nation est source principale des conflits contemporains. Spivak, quant à elle, croit que, et je la rejoindrai quelque part sur ce point de vue, face aux assauts du capital multinational et sa logique de prédation des territoires et des vies, le maintien de l'État-nation est plus qu'une nécessité. Elle souligne que quand l'État moderne est pris au piège d'un État global abstrait comme celui du capital et ses structures, il est vital de maintenir une structure de défense, à la fois juridique, territoriale et locale en fin de compte. Nous touchons ici, semble-t-il, à un point crucial révélé par notre crise, le retour marqué au national et au local que nous avons tous noté valide amplement l'hypothèse de Spivak. Mais sa réflexion va encore plus loin. Dans Nationalisme et Imagination 2006, 2011 pour la traduction française, Spivak donne l'impression de donner la réplique aux penseurs latino-américains dont j'ai parlé tout à l'heure, Quijano, Mignolo et d'autres, quand elle propose une notion décisive, à mon sens, celle du régionalisme critique. Régionalisme critique. Face à l'offensive globale d'une mondialisation sauvage,
destructrice des vies et des territoires, elle aboutit à cette proposition qui anticipe l'élan de fermeture des frontières que nous constatons aujourd'hui et sans doute demain. Alors, je la cite en train de conclure. Je voudrais terminer, dit-elle, en parlant de la réinvention de l'État. L'expression État-nation nous vient de l'État civique dans ce qu'on appelle le Sud global, libre du bagage de l'identitarisme nationaliste et inclinant vers un régionalisme critique par-delà des frontières nationales qui semble être aujourd'hui au cœur de nos projets provinciaux. S'est ajouté un nouveau problème, les présupposés du post-structuralisme et son anti-identitarisme identitaire, paradoxal et latent. Son anti-étatisme minoritariste et son absence d'horizon critique, anticapitaliste, utopique. Fin de citation. Bien évidemment, Spivak pointe du doigt ici les lacunes du postmodernisme sur lesquelles je ne m'arrêterai pas, des lacunes qui consistent en gros à son incapacité à penser l'autre, le colonisé, le post-colonisé, ou le capitalisme tout court, en relation avec les marges du monde, bien entendu. On sent bien par quelle voie Spivak rejoint Mignolo. La force critique de la modernité occidentale comme entrée à partir d'une disparité systémique nord-sud, moderne et subalterne, etc. Suivant la double ligne critique de Spivak et Mignolo, je voudrais terminer ce propos en creusant quelques propositions pour une modernité autre possible, fondée sur 5 entrées à l'issue de la crise. Bien sûr, processus de longue haleine à développer. Premier point, une culture du local. D'abord, ce constat global et mondial. Alors que le monde affronte un défi global, la réponse apportée par les États est plutôt locale, nationale. On l'a constaté. Les frontières sont retrouvées, car fermées. Pire, les instances globales ou régionales censées gérer la crise semblent connaître elles-mêmes une crise de légitimité. Je pense à l'OMS, je pense chacun face à ses insuffisances, ses lacunes, ses défis internes lancinants. D'aucuns voient dans ces réponses nationales un retour de l'État-providence. On manque peut-être d'y voir le retour du local, tout simplement. Le local comme politique, mais dans sa dimension territoriale et son horizon épistémique en négociation avec le global. La spécificité du local découle en somme d'une spécificité historique qui lui donne toute sa valeur. Le local n'est pas le contraire du global. Il en est l'essence et l'esprit. Le cas de l'universalisme européen l'a montré. Nul global n'est possible sans ancrage local. L'histoire de la modernité l'aura peut-être suffisamment aussi étayé. Le local a au demeurant révélé une vertu salvatrice. J'explique. La réactivité et la proactivité, comme dans le cas marocain, alors que le global, possédant une autre logique qui est transsouverainiste et une autre temporalité, la synchronie au lieu de l'immédiateté, ne peut, que s'il est déjà trop tard, apporter une réponse aux urgences. Deuxième point, penser la démondialisation. Ce revirement qui touche à la fois l'autorité occidentale et le crédit accordé à la mondialisation n'était pourtant pas imprévisible. Cela fait quelques années que la démondialisation est sur la table des économistes, peu emballés qu'ils sont par les promesses de la délocalisation, de la distribution internationale du travail,
des recettes du prolétariat global et de la libre circulation des objets, qui fait face à de multiples atteintes protectionnistes. Le bras de fer récent entre les États-Unis et les douaniers et sur les accords de libre-échange sont éloquents à cet égard. L'intérêt national est en effet un motif récurrent, avant même la crise, qui menace de violentes marches en arrière de la mondialisation et le sera encore davantage dans le monde d'après, qui sera marqué sans doute des traumatismes de la crise où les politiques veilleront davantage à l'autosuffisance et à la restructuration sectorielle comme pour rattraper les lacunes de la crise précédente. Il faudrait en outre se demander si une démondialisation effrénée n'aurait pas des conséquences sociales aussi dramatiques dans l'exacte proportion peut-être des effets bénéfiques, proportion inverse des effets bénéfiques de la mondialisation sur le prolétariat global, en Asie et ailleurs. Prolétariat qui constitue la courroie de transmission principale de la production mondiale. Troisième point, vers un régime d'incertitude constant. À partir de l'idée de crise, de son statut anthropique et cyclique, interrogeons quelques scénarios d'avenir où l'on doit composer avec la fragilité. Dans le ou les mondes à venir, peut-on compter sur une économie de marché globalisée et sur le même type d'ouverture mondialisée qui a conduit à la propagation de la pandémie? Peut-on compter par exemple sur le tourisme? On sait que c'est l'un des secteurs, comme la bourse, sujet aux troubles de la confiance. Les géants des circuits parallèles comme Airbnb ne cachent pas, par exemple, leur inquiétude quant à leur avenir. Peut-on compter sur l'industrie? Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Et à ce titre, un retour du monde à la normale est, selon les écologistes, pire, serait la pire catastrophe, pire en tout cas que l'état d'arrêt actuel du monde. Peut-on compter sur le commerce? Des embargos commerciaux peuvent compromettre des accords d'échange. Si, par exemple, demain, la Chine, dans le sillage de l'imprévisible dont on parle, si la Chine faisait l'objet d'un embargo pour une raison encore obscure aujourd'hui, et qu'on connaîtra ou qu'on connaîtrait demain, une crise d'approvisionnement global pourrait encore éclater, etc. Les exemples pourraient être multipliés. Ces scénarios catastrophes, comme on doit désormais en concevoir, disent une seule chose. La seule crise de l'avenir sera une crise de dépendance. Car face à l'impossibilité d'évincer d'avance tout risque de crise, la réflexion stratégique consiste à partir d'une logique locale de dégagement de la dépendance globale, à construire localement et régionalement une démarche critique, à la fois intellectuelle et économique, sur le plan de la création du savoir et des biens de production. Dans le monde de demain, la question logique et sanitaire est avant tout une question sécuritaire, qui relève des prérogatives de l'État et non d'une instance internationale. Ceci alors que tous les moyens dont dispose l'humanité sont dirigés vers la sécurité classique des territoires et des frontières. D'autres types de logistique seraient à prévoir. L'information sanitaire notamment à travers des fichiers numériques régulièrement mis à jour, ne mettant pas en danger la vie individuelle, privée. Je fais référence au débat actuel sur les vaccins. La question du traçage démographique qui ne viole pas la vie privée, le traçage épidémiologique, etc. La réactivité systémique de l'État dans le sens de la régulation est aussi à renforcer. La dématérialisation des services, sur laquelle le Maroc s'est penché avant la crise, est un secteur stratégique pour la viabilité du système et de ses divers sous-systèmes économiques, sanitaires, scolaires, etc. Quatrième et dernier point, pour une
rationalité du nous contre celle du je, de l'égoïsme, en accord avec l'esprit civilisationnel local. Collectivité et solidarité sont la véritable immunité du système politique et territorial. La coordination des actions des individus à travers les mesures de précaution, le confinement par exemple, constitue un modèle de collaboration collective, sorte d'intelligence de masse orchestrée par l'État. C'est un exemple d'efficacité systémique qui réinvente la collectivité sur le terrain de l'individualité. La société des insectes a presque le même fonctionnement. Toute action locale a des incidences globales, même s'il n'est pas donné à l'individu isolé de les mesurer. De même, lorsqu'il est confiné pour le bien de la collectivité, de tous, l'individu sait que la collectivité, en même temps, pense à lui à travers l'outil de la solidarité. La Caisse nationale dédiée au Covid-19 l'a très bien montré. Ce modèle, me semble-t-il, gagnerait à être renforcé et maintenu. Peut-être faudrait-il ajouter la question écosystémique avant de finir. Dans la même logique du destin commun, il est urgent de penser la question écologique, dont l'impact est plus fondamental sur la viabilité humaine et sociale. Je serais dans ce sens pour un État répressif sur la question écologique, donc pour un État éco-répressif, qui ne fait pas de la production et de la croissance une priorité absolue face à la question de l'anthropocène. Terminons sur une note heureuse, qui nous est inspirée par la philosophie rhizomatique d'Édouard Glissant. Si la mondialisation sera en cause ou en recul demain, la mondialité, elle, qui ne dit rien d'autre qu'une rationalité locale consciente de son positionnement global de facto, cette mondialité-là, comme condition de chacun, connaîtra un sort certain. Il faudra dans ce sens réinventer et veiller sur une nouvelle rhétorique de non-alignement au mondialisme sauvage. En tout cas, développer une logique critique locale et régionale, à la fois informationnelle, économique, culturelle et sociale. Je vous remercie de votre patience et de votre écoute.